Bon dimanche à tous et merci de nous retrouver sur les antennes de la télévision du Monde ce dimanche encore pour votre amphithéâtre dominical politiquement incorrect. Cette semaine, selon le ministre de la Communication René Emmanuel Sadi, c'est l'incendie d'une matrice essentielle et source du réseau électrique qui a plongé depuis plusieurs jours une partie de la ville de Yaoundé dans le noir. Dans l'urgence, des mesures ont été annoncées par le gouvernement dans l'optique d'éclairer les zones sensibles à travers l'acquisition d'un nouveau matériel. Mais selon Mutation cette semaine, ces coupures récurrentes observées à Yaoundé semblent trahir une faille dans la politique énergétique au Cameroun. Peut-on donc blâmer cette politique énergétique? On en parlera en première dorsale de cette émission politiquement incorrecte. En deuxième sujet, nous parlerons des mesures qui sont annoncées au Nigeria, où le président Muhammadu Buhari veut passer à l'offensive s'agissant de la réduction des importations des denrées alimentaires, source de fuite massive des devises dans le pays. Cette mesure annoncée qui vise visiblement une mise sur pied d'une politique de quotas peut-il inspirer le Cameroun? C'est le deuxième sujet qui fera l'objet de débat ce dimanche. Et puis en troisième sujet, nous parlerons de la dernière assise du comité exécutif du Social-démocratique Front, le NEC, qui a débouché sur une déclaration dans laquelle le parti de Nudian Frondi invite le régime de Yaoundé à prendre toutes les dispositions pour un retour à la normale dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest Cameroun et pose par ailleurs les préalables pour la participation de ce parti aux prochaines échéances annoncées dès l'année 2020. S'agit-il finalement d'un boycott qui est annoncé ou simplement un chantage porté par cette formation politique? On essaiera d'en parler également en troisième dorsale de cette émission ce dimanche. C'est une émission comme tous les dimanches qui admet l'interactivité. Vos réactions seront donc recueillies par SMS au 695 38 79 46. A tout de suite. Ils sont trois à nous avoir rejoints ce dimanche pour cette émission, et mille fois pardon pour ces quelques minutes de retard observés à l'allumage de cette émission ce dimanche. Charles-Élie Zanzan est là pour le Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Charles, bon dimanche et merci de nous avoir rejoints. Bonjour monsieur, bonjour à votre invité, bonjour à tous les Camerounais. C'est le RDPC qui est ravi d'avoir été invité à cette nouvelle tribune de l'espace des échanges pour édifier les masses populaires. Juste à côté de Charles et Zanzan, on a Bandakani qui est le président national du nouveau mouvement populaire. Président, bon dimanche et merci de nous avoir rejoints. Merci mon frère Sanjo. Je salue mon co-panéliste que tu as déjà présenté, Lisan. Et je salue tous les panélistes et tous les téléspectateurs de votre grande émission répandue dans le monde. C'est un plaisir pour moi d'être toujours avec vous. Vous savez, la dernière fois que j'étais ici, j'avais dénoncé la situation de nos réseaux téléphoniques. Je pointais du doigt les opérateurs Orange, MTN. Je continue à insister que les prestations de ces deux opérateurs sont inacceptables. Inacceptables. Ça ne peut pas continuer comme ça.
Parce que si... On a eu la meilleure expérience cette semaine. Hein, oui, vous faites un appel, finalement vous vous retrouvez à 3 appels. Avec évidemment le piratage de la patronne de tout cette à chaîne fait. de télévision dans le but d'arnaquer les employés. On a vécu cette scène. Voilà, je l'avais dénoncé ici. On n'est pas dans une campagne de dénigrement. C'est un fait, c'est une... Non, nous allons engager une campagne, M. Sanjo. Nous allons engager une campagne pour dénoncer, n'est-ce pas, et inciter même les consommateurs à quitter cet opérateur-là. On ne peut pas servir une telle qualité, n'est-ce pas, une telle qualité de prestation à des gens qui vous payent. C'est inacceptable. Très bien. Je voudrais également dire bon dimanche et merci de nous avoir rejoints à Maître Païré-Paul qui est là pour le social-démocratique France ce dimanche. Maître, merci de nous avoir rejoints. Bonjour Yves, bonjour aux copanélistes, bonjour aux Camerounais qui nous suivent. Je crois que le RZI avait été vraiment sur le plateau ces derniers jours. Nous avons beaucoup de choses à dire tout à l'heure. Je voudrais qu'on entre dans le vif du débat puisqu'on accuse plusieurs minutes de retard ce dimanche avec Charles-Élie Zanzan. Cette semaine, évidemment, Mutation a énormément évoqué la question de la rupture de l'énergie électrique à Yaoundé. Et le journal Mutation titrait en parlant de sévices corporels pour décrire la situation, sévices publics, j'y arrive, pour décrire la situation qui prévaut à Yaoundé depuis plusieurs jours et précisait par ailleurs que la récurrence de ces ruptures de l'énergie électrique à Yaoundé semble traduire une faille dans la politique énergétique au Cameroun. Est-ce que vous partagez cette analyse? Bon, c'est vrai que Mutation a fait un très bon jeu de mots entre service public et service public, comme pour dire que les Camerounais subissent des services de la part du principal fournisseur d'énergie au pays qui est Eneo. Non, il faut dire que je ne peux pas partager depuis ma bord. C'est vrai que quand on perd la fourniture en énergie électrique, c'est tout le monde qui en subit. Ça ne choisit pas les domiciles, ça ne choisit pas les têtes, ça prend tout le monde. Non, mais je ne peux pas... J'aurais aimé qu'on interrogeât d'abord ce qui s'est passé. Il fallait d'abord une enquête approfondie de la part des Mutations avant de parler de ce qui est arrivé. C'est un incident technique. Un incident technique qui arrive au niveau de la brigade de recherche des miniers et géologiques, qui a fait brûler des cellules qui sont des éléments clés dans le processus de distribution de l'énergie. Là, un incident peut arriver, c'est une panne technique qui peut arriver, mais maintenant, moi je ne fais pas partie de la théorie du complot, ainsi de suite, mais moi je vais plutôt interroger la réactivité de ceux qui sont en charge de la fourniture de cette énergie-là. Moi j'estime que ça a été bien fait, puisque depuis hier, il y a eu des retours progressivement à la normale, et cela pose plutôt un problème de fond. Comment est-ce qu'on fait quand la principale ligne de fourniture d'énergie principale, c'est-à-dire la principale ligne, est affectée? Est-ce qu'il ne faut pas des voies secondaires? Est-ce qu'il ne faut pas des voies alternatives? Et plus loin, des énergies renouvelables qu'il faut à tout prix accélérer. Parce que nous ne serons pas toujours dépendants de l'eau. Il faut, à un moment donné, qu'on arrive aussi à satisfaire pleinement, quoique étant presque impossible, à satisfaire pleinement la demande en énergie électrique domestique et plus tard industrielle pour parfaire le taux de croissance qu'on veut. Bandakani, le quotidien Épervier avait titré cette semaine « Eneo utilisé pour déstabiliser Paul Biya ». Ce tabloïd précisait dans ses colonnes, en rapport avec la perturbation de la fourniture d'énergie électrique dans une partie de la ville de Yaoundé, que l'entreprise en charge de la distribution de l'énergie électrique avait annoncé que les travaux devaient durer, en l'occurrence, entre 4 et 6 mois, très précisément. Alors que précise également ce tabloïd de cette semaine, il s'agissait finalement d'une situation qui aurait pu être résolue à très brève échéance. Peut-on y voir effectivement une tentative de déstabilisation à travers cette coupure de l'énergie électrique qui a été observée à Yaoundé depuis plusieurs jours? Toute proportion gardée, et peut-être je ne vais pas utiliser les mots de votre confrère, mais ce qu'il dit n'est pas dénué de fondement. Pourquoi je le dis? Parce que un secteur aussi stratégique comme l'énergie, comme le pétrole, pour parler de notre pays, ne se gère pas à la légère. Aujourd'hui, beaucoup d'éléments indiquent que, si on fait un parallèle avec la Sonara, que ce qu'on nous a dit officiellement n'était pas vrai. Tout indiquait que c'était un sabotage.
Aujourd'hui, par rapport à ce que mon ami s'en rappelle avec beaucoup de pudeur, un incident technique, donc on peut se poser des questions. Parce qu'une entreprise comme Eneo, puisque c'est l'opérateur qui gère le réseau, est-ce qu'on appelle un protocole de sécurité? Quand vous gérez l'énergie électrique, vous avez un protocole de sécurité, c'est-à-dire un ensemble de dispositifs d'alerte d'abord. Il y a un tableau d'alerte, vous avez un tableau d'alerte qui vous indique les zones à risque et qui vous indique la situation réelle même de ces risques-là. Alors, vous avez deux façons de réagir. Il y a une réaction humaine, mais il y a même des réactions automatiques. C'est-à-dire que il y a des réactions automatiques qui disent que bon, quand il y a un risque qui est signalé dans le tableau d'alerte, c'est-à-dire que s'il n'y a pas de réaction humaine, la réaction automatique prend, comment on dit ça, entre en branle, se met en branle. Donc il faut qu'on nous explique, nous explique très bien ce qui s'est passé. Je ne suis pas partisan de 100% de sûreté technique, nous sommes des êtres humains, mais c'est quand même grave. Quand on nous dit, comme la mise en dit incident technique, je dis bien c'est de la pudeur. Le mot, oui, c'est un incident technique, mais cet incident technique s'explique comment? Évidemment, vous avez soulevé quelque chose qui est extraordinaire. Et nous avait dit que c'est 6 mois pour revenir à la normale. À quel tour de passe-passe maintenant, on nous dit que c'est la normale est déjà là. Donc tout ça peut renforcer les thèses d'un sabotage programmé. Ça peut renforcer. Et je suis bien placé pour le dire. Parce que, sous réserve des aspects secrets du contrat que les Eneo à l'État du Cameroun, ils ont des avantages extraordinaires. L'État a pris des dispositions pour que ces gens-là aient des marges. Et en retour, Eneo doit fournir une énergie de bonne qualité aux Camerounais et à l'État du Cameroun. Il n'y a pas de débat là-dessus. Quand on nous dit qu'on va acheter le matériel, qui va acheter le matériel là? C'est le gouvernement? Si c'est le cas, pourquoi le gouvernement achète le matériel alors que c'est Eneo qui doit acheter? Qui achète? Je n'ai pas l'information. On dit on va acheter le matériel. Qui achète ce matériel? Qui achète? Ça veut dire que qui va financer ça? Les Camerounais, à travers l'impôt, à travers l'État, ou bien c'est Eneo? C'est le rôle d'Eneo. Et maintenant, le préjudice, une fois de plus, le préjudice subi, qui le paye? Tous ces Camerounais de Yaoundé, l'État, en premier lieu, les Camerounais de Yaoundé qui vont subir ce préjudice-là. Mais comment est-ce qu'on les paye? Mais c'est quand même, on ne comprend pas. Je dis bien, bon, s'il y a des aspects du contrat qui sont secrets, qui ne sont pas rendus publics, qui disent, qui ont donné des privilèges exorbitants en eux, bon, qu'on le dise. Mais si ce n'est pas le cas, mais ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal que tous les jours, les Camerounais soient pénalisés par l'incompétence, n'est-ce pas, de temps en temps, l'incompétence d'un opérateur, et qui est là, qui ne rend compte à personne, qui cause des préjudices aux gens tous les jours, qui n'est interpellé par personne, mais ça commence à trop bien faire. Maître Paul, sur cette question, je lisais avec beaucoup d'attention la réaction du ministre de la Communication du chef de cabinet, Jean-Robert Wafo, qui précisait d'ailleurs quelles sont les positions de votre parti politique, qui souhaite visiblement qu'une mission parlementaire soit mise sur pied pour faire toute la lumière sur cette affaire de rupture de l'énergie du côté de Yaoundé, en rappelant également les propositions qui avaient été faites par le candidat à votre chapelle politique à l'élection présidentielle pour éviter justement de pareils incidents. Est-ce qu'on peut penser qu'à travers justement ces positions, le SDF blâme la politique actuelle en matière d'énergie au Cameroun? Oui, effectivement. Ce qui s'est passé à Yaoundé, c'est assez regrettable. Sourire en pleurant, parce que vraiment la lumière, c'est ça qui fait vivre. Quand il n'y a pas de lumière, c'est la peur à tous les niveaux. Cet événement, ces incidents sont arrivés, c'est toujours selon la politique. On ne prévoit pas les choses à temps au Cameroun. Voyez-vous, quand le matériel vieillit, on ne pense pas pouvoir renouveler. Je ne voudrais pas entrer dans le débat État-Eneo. Je prends tout globalement pour voir qui fournit et qu'est-ce qu'est la qualité de la fourniture. C'est tel que, comme je le disais tantôt, cet incident vient du fait que le matériel, soit de transport, c'est assez vieux parce qu'on parle du poste de Mélène et à Oyomaba, tout cela. Donc quand on quitte de la Sonel, même la première société avant la Sonel, la vente et tout consort, il faudra bien que des opérateurs qui prennent ces structures essaient chaque fois de contrôler et de pouvoir renouveler certaines pièces. Quand on laisse à un certain moment, et au fur et à mesure que le temps passe, vous voyez la population grandit,
et le besoin, la consommation en énergie électrique augmente aussi. Or, au Cameroun, on a l'intention de pouvoir évoluer sans souvent prévoir. Au SDF, comme vous le disiez tantôt, le candidat Joshua aussi, dans son programme, avait bien parlé de ce volet. Parce que, voyez-vous, quand ça tourne un peu, on parle déjà d'une tentative de coup d'État. On ne voit pas que c'est le matériel qui est vieillot. Aussi, il y avait bien prévu dans ces choses, il faudrait bien que le transport se fasse par... qu'il y ait des lignes de transport alternatives. C'est-à-dire, quand on voit bien la distribution de la lumière au Cameroun, ça va aider à Yaoundé, Douala, Bafoussam. Il faudrait bien qu'on prévoie des doubles lignes. Ça peut se gâter à ce niveau et on a le secours peut-être Yaoundé, Bafoussam et ça revient, ainsi de suite. C'est autant de choses. Donc cet incident qui est arrivé amène à s'interroger. Il est vrai, sur le plan structurel, je ne dis pas que l'État ne se voit pas bien, mais c'est surtout sur le plan pratique. Il y a des idées. Parce que bon, avec tous ces problèmes, et quand la lumière peut manquer à Yaoundé, on se pose la question avec tous les barrages, que ce soit Meki, mais un peu partout. Et le problème, c'est maintenant le transport. C'est ça qui pose problème. Parce que toutes ces structures, il y a la production qui entre en face, il y a le transport et la distribution. Je crois qu'au fur et à mesure que nous allons débattre, nous allons encore parler de beaucoup de détails. Et il faudrait bien que l'État soit prévoyant. Et surtout que, comme on le dit, si ce n'est pas l'État qui gère, l'État soit vraiment rigoureux à l'égard de Eneo, qui nous fait voir de toutes les couleurs. Nous le disons presque à tout moment, il y a les coupures intempestives, et ce qui nous fait perdre beaucoup d'appareils dans nos maisons, ainsi de suite. Il faudrait à un certain moment que l'État tire l'oreille à Eneo. Et surtout que l'État, quelque part, Eneo peut traîner la patte parce que vraiment, l'État doit aussi beaucoup à Eneo. Si on entre dans la balance, c'est que l'État doit à Eneo. C'est beaucoup d'argent, surtout à travers Selucam et autres. Donc l'État lui-même, c'est encore un débiteur de Eneo. Il faudrait bien qu'en critiquant, qu'on mette Eneo aussi dans les conditions qu'il puisse travailler, dans les conditions idoines pour que le Cameroun soit tout satisfait. Charles-Élie Zanzan, parmi les critiques évoquées cette semaine, le journal de Dieudonné 20, Info Matin Quotidien, précisait que Fouda Mbemi et Londo doivent démissionner. Vous partagez cette position? Non. Vous savez, la critique est très facile. Et l'art est souvent difficile. Je voudrais rappeler à Maître Paéré que non. C'est très facile de dire que l'État doit de l'argent à Eneo. Mais l'État même finalement c'est qui? Après on cite Selucam, après on cite Alucam, qui sont des entités morales propres et qui produisent beaucoup d'argent. L'État c'est qui au finish? En passant c'est 120 milliards de francs CFA de dettes envers Eneo. Mais est-ce que c'est l'État du Cameroun? Encore que l'État du Cameroun c'est qui? La deuxième chose c'est que même si monsieur aussi au soir du 7 octobre 2018, eût été le président de la République du Cameroun, ce que je ne souhaite pas, hein, mais bon, si ça avait été lui, il y aurait toujours eu des délestages. Parce que c'est des investissements lourds qui se mettent progressivement. Il faut au minimum 10 ans. 10 ans pour que nous assoyons à mettre au même point optimal l'offre et la demande. On parle de près de 4 000 milliards de francs CFA d'investissements propres qu'il faudrait pour que nous réussissions à absorber les 23 000 mégawatts nécessaires à combler et les besoins en énergie domestique et les besoins en énergie industrielle. Maintenant, mettre encore fait une virgule vers les barrages. Oui, mais il y a des barrages qui ont été mis en place pour assurer les 1000 mégawatts produits par Sandoulou. Il faudrait bien qu'il y ait d'autres. Il y a Natigal qui arrive avec 420 mégawatts. Il y a Menvele qui a 212 MW, mais on n'a que 80 pour le moment qui sont injectés dans le réseau nord et le réseau sud. Il y a Lompanga qui est un barrage de retenue qui a fait un travail extraordinaire. Il faudrait donc que tous les autres barrages qui sont en projet se mettent en place. Et n'oublions pas l'aspect des énergies renouvelables, parce qu'il faut aussi dire les choses aux Camerounais qui leur donnent aussi le sourire.
au niveau des énergies renouvelables, l'État a déjà concédé plus de 2 milliards à certaines localités. Ce sont 370 localités. Actuellement, 186 exploitent déjà l'énergie renouvelable à travers les cellules photovoltaïques. C'est aussi notre... Il faut maintenant ouvrir cela au monde privé. Mais maintenant, pour revenir essentiellement à votre question, c'est vrai qu'on n'a pas la culture de la démission dans notre pays. C'est vrai. On n'a pas la culture de la démission. Et il faudrait d'abord qu'avant que les gens démissionnent, que là je rejoins mon grand ami Manakani, il faudrait d'abord que toutes les responsabilités soient prouvées, soient avérées, et que cela réponde. S'il faille que, à cause de, parce qu'il y a les erreurs de gestion, il y a les erreurs de détournement et tout, si ça avait été que, parce que moi je suis très remonté par le fait que certaines institutions nous font comprendre que le matériel en question séjournait à la douane, ici au port. Depuis un mois. Il paraît. Donc, si cette information est vraie, alors il y a un problème. Il faudrait que et les douaniers, il faudrait que et Eneo, il faudrait que et le minier, il faudrait que tout le monde nous dise ce qui s'est passé pour qu'on attende qu'il y ait une découpure dans le noir avec l'insécurité ambiante qu'il y a partout actuellement pour que la réaction se passe en si peu de temps. Donc, si les gars ont réagi en 3 jours, ils pouvaient donc réagir avant que d'attendre qu'il y ait un incident d'une telle ampleur. Je dis bien si c'est vrai. Mais maintenant, jusqu'à ce que j'ai les informations qui soient vraies, parce que je n'ai pas les mêmes entrées que mon grand Barakani, je vais quand même saluer l'attitude prompte du gouvernement et ses différents démembrements, Arcel et CEL, tous ceux qui entrent dans, pour que cette solution soit résolue. Mais maintenant, la dernière question, c'est que quand on dit 6 mois, 6 mois, c'est de manière totale, optimale. Mais progressivement, le courant reviendra, mais de manière alternée. Il faudrait bien qu'ils sachent que si on a coupé le courant chez M. Sanjo, chez moi, chez M. Barakani, il faudrait que le courant revienne de temps en temps, qu'on puisse arrêter chez moi pour envoyer chez monsieur, et qu'on finisse, que la normale revienne. Il faut aussi qu'on ait le sens du sacrifice et qu'on le sens dans le dos. Maintenant, que les responsabilités soient faites plus tard. Est-ce qu'il ne faudrait pas aussi déjà désormais réfléchir à un aspect de responsabilité avec les assurances, avec le principal opérateur qui nous sert l'énergie, avec l'État, de telle manière que si c'est avéré que la coupure de l'électricité chez vous vous a causé un tort énorme pour pourrissement des denrées alimentaires, l'appareil qui tombe en panne, est-ce qu'il n'y a pas une manière de compenser cela, et ainsi de suite. Nous devons y travailler dessus. Mais je dis, si ça se peut le contraire, d'après l'élément de la conférence conjointe Miné-Mincom, c'est un incident technique qui a fait brûler une matrice essentielle dans la distribution. Mais j'ai aussi aimé le ton parce qu'ils ont reconnu les failles au niveau de la production, au niveau de la distribution, au niveau de la production, au niveau du transport et au niveau de la distribution de l'énergie électrique. Et bien que l'État se réveille enfin comme il doit se réveiller. Barakani, on a pu observer que le ministère de l'énergie est finalement une fonction essentiellement éjectable. Le prédécesseur de l'actuel ministre de l'eau et de l'énergie aurait d'ailleurs repris ses quartiers, a pris ses quartiers, hein, ça c'est pas au conditionnel, a pris ses quartiers en Kondengui. C'est un secteur visiblement où l'État peine à trouver des véritables solutions aux problèmes des Camerounais. Comment on peut comprendre ça? Tout à l'heure, Charles Elie évoquait la question des énergies renouvelables. C'était l'une des volontés du chef de l'État pour diversifier les sources d'énergie. Le Cameroun a l'opportunité d'avoir à la fois l'un des bassins hydrauliques les plus importants de la sous-région. Le Cameroun a également des potentialités énormes en termes de transformation de l'énergie renouvelable. Pourquoi on parle tout le temps des questions de coupure d'énergie électrique dans notre pays? Est-ce que c'est normal pour un secteur stratégique comme celui de l'électricité? Je pense qu'il faut saluer la volonté d'apaisement de mon ami Zan. Une volonté qui est compréhensible. Mais ce n'est pas incompatible avec la rigueur qui doit s'imposer dans la compréhension de ce phénomène-là. Alors, il a convoqué le temps nécessaire pour investir et combler le déficit. Je suis d'accord. Mais le réseau qui est là, comment on le gère? Le réseau même qui est là d'abord. Pourquoi on ne le gère pas ça bien? Au niveau de la maîtrise, c'est-à-dire la maintenance. Au niveau de la capacité d'anticipation technique, comme je l'ai dit. Les protocoles de sécurité, tout ça. C'est des choses qui n'ont rien à voir avec 10 ans. C'est-à-dire qu'un concessionnaire a ses capacités ou il ne les a pas.
Et on tire les conséquences. Donc, ça c'est de un. De deux, pour revenir à votre question de façon plus précise, il y a plusieurs éléments qui entrent en compte et qui font de ce ministère, comme vous dites, un ministère à risque pour celui qui l'occupe. C'est, objectivement, on a un problème. Nos capacités techniques sont très faibles. Ça veut dire que la maîtrise des technologies électriques ne sont pas encore mûres. Nous avons beaucoup d'ingénieurs. On a même une grande expérience en matière électrique qu'on a accumulée avec les différentes entreprises qui ont eu à gérer ce secteur. Mais opérationnaliser cette capacité est un problème que nous avons. Tout à l'heure, il a convoqué le potentiel de notre pays, 23 000 mégawatts. Mais il faut le réaliser à court et moyen terme. Même ce qui est techniquement exploitable déjà, qu'est-ce qu'on en fait? C'est ça le problème, qu'est-ce qu'on a fait? Et ça renvoie, je pourrais être précis par rapport à votre question, à l'environnement mafieux qui entoure la gestion des concessions dans notre pays. Je ne suis pas alarmiste, on peut convoquer maintenant Camray. C'est un scandale maintenant qui est public. Il y a eu un rapport que le président a endossé et il a parlé au Camerounais à propos de ce rapport. Où on voit que, tout à l'heure, mon ami du SDF, quand il nous dit que avant de critiquer, il faut voir la dette. Et là, je lui dis de faire attention. J'ai apprécié les éléments d'analyse qu'il a mis sur la table. Mais il faut faire attention. Vous voyez, Camray, vous avez un concessionnaire, c'est l'État qui garantit ses prêts à l'étranger, les prêts qu'il prend sur le marché pour cet investissement. C'était garanti. On voit ça avec Camray. Je suis très sûr que ça peut être un blocage avec Eneo. Et vous vous demandez, mais finalement, alors, il prend même quel risque? Il ne prend aucun risque finalement. C'est-à-dire que l'État garantit quand il y a des grands investissements à faire. C'est l'État qui fait et lui il ramasse seulement le bénéfice. On l'a vu ça avec Camray. Et cette partie-là a été cachée jusqu'à ce qu'il y ait l'accident des écarts. Faudrait-il qu'il y ait par exemple que tout le Cameroun soit dans le noir pour qu'on nous révèle les aspects cachés de ce contrat? Moi je soupçonne la mafia. D'ailleurs l'avènement des NEO chez nous s'est fait dans un environnement extrêmement polémique, je vais rester poli. C'est-à-dire on ne maîtrisait pas toujours très bien ces entreprises-là qui viennent gagner des concessions publiques chez nous. On ne sait pas qui y a derrière, quels sont les actionnaires. On n'est même pas très sûr de la surface financière, de la surface technique, tout ça. Donc cet environnement mafieux plombe, n'est-ce pas, la réalisation des potentiels, y compris le potentiel existant, c'est-à-dire techniquement exploitable. Donc cet environnement-là pèse beaucoup. Mais ça, on ne peut pas m'expliquer, je veux bien comprendre. Vos arguments sont pertinents, je le reconnais. Mais généralement, oui. Mais techniquement, comment vous pouvez m'expliquer qu'on nous dit que ça va être normal dans 6 mois? Comment maintenant 6 mois deviennent 3 jours? Non, 3 jours, c'était l'approvisionnement des cellules depuis la France, arrivé au port de Douala, le port de Douala pour Yaoundé est déjà mis en place dans le réseau. C'était ces 3 jours-là. 6 mois, c'est... Mais Charlie, on se rend au moins compte que le discours du chef de l'État sur la question a dû amener les gens finalement à sortir de leur immobilisme. Le chef de l'État avait instruit de manière urgente que cette solution soit rapidement résolue et on a pu entendre que dans les tout prochains jours, l'énergie électrique sera établie dans la ville de Yaoundé. Est-ce que le discours politique aujourd'hui qui semble amener cette agitation-là ne pose quand même pas la problématique de la gestion d'un secteur? C'est ça qui me dérange beaucoup. Moi, je suis militant du Parti au pouvoir. Est-ce qu'il va falloir qu'à chaque moment, le président de la République tape la main sur la table pour que les gens fassent ce qu'ils sont censés faire? Non. Est-ce que le président de la République avait besoin de le demander pour que les gens sachent qu'il y a les cellules qu'on peut prendre quelque part là-bas en Europe, que ça a... Il dit bien, quand tu as dit que je ne suis pas sûr que c'est dans la douane. Bon. Est-ce qu'il le fallait? Est-ce qu'il fallait que le président de la République gronde pour qu'on sache qu'il faut agrandir la pénétrante Est? Est-ce qu'il fallait que le président de la République gronde pour qu'on sache? Non. Que les gens fassent leur travail. Qu'ils imitent aussi Malachi à la santé. Qu'ils imitent Motazé aux finances. Qu'ils imitent leurs collègues. Que les gars travaillent. Et là, je peux aussi être d'accord avec M. Bandakani, c'est cet environnement mafieux. Les rétro-commissions. Les rétro-commissions. C'est-à-dire, dans l'histoire des privatisations, parce qu'il fallait trouver des partenaires financiers, et il y a la maîtrise technique, la maîtrise financière, pour nous aider à exploiter nos entreprises nationales, et plus tard voir si elles pouvaient rentrer dans le giron du portefeuille national. Beaucoup de mes camarades, investis du pouvoir de l'État, en ont profité pour créer des entreprises
pour faire venir leurs petits copains et venir brader la richesse nationale du pays. Ça, c'est clair. Quand le président s'est donc rendu compte que c'est voilà ce qui se passe sous ses yeux, il a donc engagé Opération Épervier numéro 2 qui amène tout ce que ça a amené là. Et c'est encore mes amis, bon, Maître Père, je sais que c'est son rôle d'avocat, bon, c'est encore eux qui allaient les défendre, c'est encore mes amis SGF qui disaient que non, ce n'est plus une opération d'assainissement des mœurs publiques, c'est plutôt une opération pour couper la tête des dauphins. Il va falloir maintenant donner qu'on avance. Donc là, je suis d'accord avec M. Manakani, il y a eu une histoire de rétrocommission, comme l'a fait la Cannes, où il fallait faire attendre les délais, pour qu'on lance les grés à gré, puisque dans les grés à gré, il n'y a plus une étude de marché, comme ce qu'on a vu sur l'attribution du marché de la deuxième phase de la pénétrante Est, où on demande aux Chinois en pleine télé que vous sortez d'où. Autant de choses. Donc, il va falloir que ce cinéma s'arrête et que vraiment on aide le président de la République à parfaire son ambition qui est de faire du Cameroun émergent en 2037 et que les 95% de taux de pénétration de l'électricité dans la marée urbaine et rurale soient effectifs. On a le deuxième, c'est le deuxième, vous avez dit, c'est le deuxième potentiel hydroélectrique de l'Afrique après la RDC. Et le 18e au monde. C'est pas possible. Il y a donc des indicateurs Bandakani, mais on n'arrive pas à comprendre pourquoi on ne décolle pas dans ce secteur d'activité. Vous étiez en train de développer sur ça. Excusez-moi. Non, je vous en prie. Non, c'est le débat dynamique, ça peut arriver. Okay. Non, je dis qu'on ne décolle pas pour la simple raison que, de manière globale, nos économies sont néocoloniales. Quand on dit qu'une économie est néocoloniale, ça veut dire que de manière fondamentale, l'infrastructure économique n'a pas pour priorité la satisfaction des besoins internes, le bien-être des populations. C'est-à-dire que l'infrastructure économique n'a pas pour objectif, pour enjeu, une accumulation technique, n'est-ce pas, de manière à transformer le potentiel économique local, dans le sens d'abord de satisfaire les besoins des populations, avant maintenant de se tourner vers l'étranger. Ça veut dire quoi? Lorsque vous regardez le système électrique du Cameroun, même si c'est vrai pour le problème routier, c'est vrai même au niveau de l'eau, tout ça est comme ça. Vous voyez que ce qui est intéressant, c'est ce qu'on appelle le pays utile. Le pays utile. Vous voyez, les raccordements sont faits de manière à maximiser les gains du pays utile. Ça veut dire que la priorité, comme je le dis, c'est sur la population, c'est l'économie coloniale. Comment faire pour que les sites importants coloniaux, les secteurs coloniaux de l'économie prospèrent? Or, ces secteurs coloniaux de l'économie, leur priorité, c'est qui? C'est satisfaire les besoins du colonat qui est tourné vers l'étranger. Je vais être clair. Vous n'avez qu'à voir le nombre d'abonnés de Néo pour comprendre où on se trouve. Moins de 2 millions ici, gentil. Je ne veux pas effrayer rien. Ici, même gentil qui a dit moins de 2 millions. On est pratiquement à 1 200 000 abonnés. Un pays comme le Cameroun, qui a plus de 20 millions d'habitants, seulement moins de 2 millions sont raccordés au réseau électrique. Ça doit vous indiquer quelles sont les priorités de ces réseaux-là. Quels sont les enjeux de ces réseaux-là? Ce n'est pas les Camerounais. Il fallait que les industries coloniales, à l'UQAM et les autres, fonctionnent au détriment des Camerounais. Donc, vous avez là une raison majeure. Ça veut même dire que quand vous avez des ingénieurs, quand vous avez des compétences techniques, on va les utiliser à maximiser ce réseau utile colonial au détriment de réaliser le potentiel du pays. Vous pouvez dire que, on vous dit que nous sommes le deuxième potentiel hydroélectrique d'Afrique, après la RDC. Nous sommes à 5% d'exploitation de ce qui est techniquement exploitable. 5%. Alors, vous voyez l'ambition, notre ambition nationale en la matière. Alors, dès les stages il y a quelques années, grâce au travail que nous avons fait, j'étais à l'époque comme Manidem, je rends hommage une fois de plus au président Anissé, nous avons fait un travail pour dire que on ne peut pas laisser un tel secteur stratégique aux mains de l'étranger, des privés étrangers. Et quand nous le faisions à l'époque, le SDF ne nous a pas suivis. Ils ne nous ont pas suivis parce qu'ils sont partisans de cette politique-là. Oui, les choses sont claires. Nous avons fait des manifestations pendant des mois contre les délestages. On ne s'est pas seulement limité là. Nous avons fait des propositions pour dire que cette politique-là est mauvaise. Il faut inverser cette politique-là. Heureusement, l'État a compris, on a engagé des mesures pour résorber le déficit énergétique. Et là, ce que M. Zan a dit est vrai. Les travaux au niveau des barrages qui sont mis en œuvre vont dans le bon sens. Maintenant, il faut accélérer la maturation de ce projet parce que pour l'instant, c'est rien que par exemple l'Ompanga qui a été réceptionné. Et que le reste, ce n'est pas encore ça. Pourquoi? Parce que
au niveau de la maturation des projets, il y a un problème. Mais il faut tout faire pour que les capacités nationales de production de l'énergie soient renforcées et valorisées. Comme mettre sur pied un système d'ingénierie nationale, locale, et les compétences sont là. Moi, je connais quelqu'un, un brillant ingénieur qui a pratiquement installé tout le réseau de son loulou, mais qui a la maison au quartier, je le connais. Parce qu'aujourd'hui, il a eu un problème d'handicap. Il est au quartier, il l'a abandonné. Dans quel pays au monde vous allez voir ça? Un gars comme ça qui est un génie sur le plan électrique, il faut le mettre, même s'il est handicapé, mais son cerveau n'est pas handicapé. Donc, comme un système d'ingénierie nationale sur place, pour maîtriser, renforcer, doper les capacités locales, n'est-ce pas, de production, et qu'on tourne notre système électrique vers la satisfaction des besoins des populations et non seulement s'occuper, n'est-ce pas, du pays utile. Je termine en une seconde. Parlant de ce pays utile, tout à l'heure, M. Zambou a dit la consommation industrielle seulement. C'est près de 800 MW d'énergie aujourd'hui disponible. La demande industrielle est pratiquement à 700 MW. Vous vous rendez compte? Alors, quand on parle d'industrie au Cameroun pour l'instant, c'est qui? En grande partie. C'est qui? C'est qui? C'est en grande partie l'étranger. Vous comprenez? Ça veut dire qu'il y a une tension permanente dans la distribution de l'énergie. Il y a une pression terrible. Parce que quand vous avez une demande, vous avez une capacité réelle de 800 MW et que la demande industrielle, elle seule, est pratiquement à 700 MW. Il reste combien pour les populations? Combien? 100 MW à peu près. Mais imaginez le problème que nous avons à gérer. Mais ça ne peut pas continuer comme ça. Il faut inverser ça très très rapidement. C'est un plan d'urgence national. C'est-à-dire que c'est un plan d'urgence national qu'il faut lancer. Ce qui a été fait pour l'instant est bon, mais il faut un plan d'urgence national pour changer, n'est-ce pas, cette perspective-là. Très bien. Paul sur les pistes de solutions en vue d'améliorer. Tout à l'heure, Bandakani parlait d'une ingénierie nationale. Il parlait justement des méthodes alternatives. Il va falloir largement explorer au Cameroun au niveau du social-démocratique front. Quelles sont les pistes de solutions pour qu'on ait une énergie efficiente? Le Cameroun a le potentiel, mais on se rend compte effectivement que le secteur reste problématique dans notre pays. Pistes de solutions. Tout à fait. Je commence d'abord par louer le RDPC et alliés qui reconnaissent c'est un brillant constat d'échec de la gestion de la chose. Non, monsieur Zan, je suis en train de dire ce que je dis. Et en toute logique, nous comprenons que le système en place, d'ailleurs on regrette parce que tout le monde parle ici pour regretter, on se demande pourquoi on a pu privatiser la SONEL. Parce que cette privatisation ne nous rapporte rien, c'est bien établi. Le Cameroun consomme très moins cette lumière qui est sur son territoire. Alors, les pistes de solution. Au SDF, on croit qu'il faudrait multiplier. Parce que comme on le dit, le réseau camerounais est très riche, foncièrement riche. Je crois que j'ai vu quelque part dans les réseaux sociaux, un jeune homme dans un village qui a pu créer un barrage et qui a pu alimenter tout un village. On gagnerait à encourager les Camerounais dans toutes les contrées du Cameroun à pouvoir créer, à tout endroit où il y a une chute, on peut bien créer un mini barrage. Ça va bien aider la contrée à pouvoir s'éclairer sans trop regarder Eneo, comme disait M. Bandakani, qui est pour l'État, pour les entreprises coloniales. Oui, la plupart des sociétés au Cameroun qui consomment sont ainsi camerounaises, que ce soit au niveau de l'UQAM. Peut-être il y a eu incompréhension, mais j'attire l'attention par là parce que toutes ces grandes sociétés qui consomment sont pour la plupart soit coloniales, soit mixtes avec le Cameroun. Donc il faudrait bien qu'on encourage les gens. Et aussi les centrales thermiques, que ce soit des centrales thermiques un peu partout, qu'on essaie d'implanter pour relayer au cas où, parce que souvent en saison sèche, le cours d'eau, le débit baisse. Alors il faudrait aussi, avec l'éclairage par l'énergie solaire, on gagnerait aussi à bien impacter cela dans toutes les contrées pour pouvoir galvaniser l'énergie et pour une utilisation à bon escient. Donc, il faut encourager des créateurs. Il y a des génies au Cameroun, comme on le dit. Et au niveau de toutes ces contrées, l'État doit investir
Parce que sur ce terrain, ce jeune ingénieur, donc, pas un ingénieur, ce jeune Cameroun, celui-là que j'ai vu, bon, il a fait cela. Bon, le Cameroun, en encourageant de telles initiatives, ça amènera beaucoup d'autres Camerounais à pouvoir créer et aussi étendre l'énergie. Parce qu'il posait même déjà le problème de moyens pour étendre le réseau. Donc l'État doit vraiment mettre de l'argent. Nous comprenons quand il y a l'obscurité, ça tire déjà dans tous les sens. On pense à un renversement et tout consort. Donc vraiment, l'État doit investir. Charles, sur les pistes de solutions, je ne vais pas rappeler ce qui a été dit jusqu'ici. Il est clair qu'il faut absolument des pistes de solutions pour qu'on sorte définitivement de la gestion assez tatillonne d'un secteur névralgique comme l'électricité. Tout à fait. J'en propose certaines. La première, c'est parfaire les projets en cours. C'est-à-dire que les 212 MW, par exemple, de Memville, soient optimalement utilisés, que cela soit injecté soit dans le réseau nord, soit dans le réseau sud, que ne soit que les 80. La deuxième chose, terminer avec tous les projets de barrages miniers, Warwak, Mekin, tous ces barrages-là. Que ce soit opérationnel, c'est des milliards qui ont été engloutis. On a trop perdu de temps dans la négociation des contrats, dans les rétrocommissions que les gens veulent, parce que parfois le dossier n'avance pas, parce que tel garde le dossier, puisqu'il veut que les rétrocommissions soient un peu plus élevées. Il faut... Deuxième chose, faire en sorte que cela, puisque n'ayant pas les moyens financiers nécessaires, parce qu'il faut aussi dire que c'est de lourds investissements, on aura toujours besoin de l'appui de nos amis, que ce soit en termes de finances, que ce soit en termes de maîtrise technique. Il faudrait donc que l'État accentue dans la signature des contrats ce qu'on appelle le BOT, Build Operate Transfer. C'est-à-dire que ceux-là qui viennent construire les barrages ici aient dans leur souci, au niveau technique, la formation de nos ingénieurs, qu'on les forme et que, au plus et à mesure qu'ils vont, que la maîtrise reste nationale et que ces ingénieurs continuent la maintenance comme il se doit. Maintenant, au niveau maintenant du BOT, qu'ils appellent le BOT social, parce que c'est au niveau technique, au niveau social, il faudrait qu'il y ait des structures sociales qui soient construites au même moment. Quand une entreprise prend par exemple la construction du barrage de Sonrosa, l'exemple que je prends quelque part dans un village, il faudrait bien que l'État accentue, peut-être par une manière de compenser au niveau des impôts, au niveau des taxes, que cette entreprise-là construise aussi des écoles, construise des hôpitaux, construise même une école de formation des enfants de ce village dans l'approche IMO, haute intensité à main d'œuvre, pour que les enfants du village soient ceux-là eux-mêmes qui vont assurer la maintenance de l'ouvrage. Imaginez-vous qu'un enfant de Bafang, par exemple, où on a construit un barrage, soit formé à la maintenance de ce barrage, ce mini-barrage-là, vous verrez bien que ça va faire en sorte que lui-même il aura conscience de gérer sa propre chose. Troisième solution, lutter contre les détournements dans ce milieu. Il y a beaucoup d'argent dans le secteur de l'énergie. Il y a énormément d'argent. Les détournements, les rétrocommissions, les bacs-chiches, que les gens mettent au-delà de leurs ambitions personnelles de service public. Et enfin, favoriser, alors là, favoriser l'investissement privé national, que j'appellerais local, à travers c'est-à-dire même s'il faut préfinancer tous les locaux qui veulent se lancer dans cette c'est-à-dire oui, énergie renouvelable. C'est-à-dire il y a beaucoup de cours dans nos villages qui ont le potentiel pour nous faire fonctionner des mini-centrales. Il y a assez de soleil dans beaucoup d'endroits. Il faut y allouer l'initiative, ce qui se passe à Gaoundé avec les 20 MW qui sont déjà à travers les cellules photovoltaïques. Et rien, il faut qu'on encourage. Et cela peut aussi aller dans le sens de la décentralisation. Par exemple, que l'État fasse une dotation à toutes les mairies, que ces mairies aient 5-6 mois, que chaque mairie construise en fonction du relief, en fonction de la géographie, en fonction de son climat, une mini-centrale qui puisse lui permettre, même ne serait-ce que d'approvisionner 10, 20, 30, 40% de la demande de territoire. Donc, voilà en quelque sorte les solutions que nous pouvons donner. Et nous disons que ceux qui sont investis pour pouvoir gagner travail et la profusion des entreprises qui sont dans le secteur de l'électricité, Arcel, Essel, Sonatrel, tout ça, vraiment, qu'on réduise aussi. Ça fait aussi faire partie de la décision du train de vie de l'État. Qu'on réduise aussi un peu ces entreprises-là, même en 2 ou 3 entités qui vont faire le travail de manière efficace. On saura qui fait quoi, qui ne fait pas quoi. Je voudrais évacuer quelques SMS avant de permettre au président Bandakani de parler. Il dira un mot et on va certainement également aborder la deuxième thématique.
Bonjour une fois de plus. Bonjour pour une fois, monsieur Élie Zanzan dit quelque chose d'important. Il a compris que ses camarades du parti n'aiment pas le Cameroun. Il fallait que Yaoundé soit dans le noir pour réagir, d'où l'échec d'un système. Votre message n'a pas été signé. Je me suis fait quand même plaisir de le rendre public. Cette affaire de lumière nous dépasse depuis Tchang. Je vous jure qu'un transformateur est tombé depuis 7 mois. Personne ne réagit. Et nous donne toujours des faux rendez-vous. Nous avons fini l'année scolaire avec des torches. Si on t'explique le Cameroun, si tu comprends, sache que la personne t'a vraiment mal expliqué. C'est le président qui a signé ce message. Celui-ci me paraît un peu plus long. Bonjour le panel. Eneo avec tous ces ingénieurs qu'il recrute à chaque cuvée de Polytechnique et autres ne sont pas capables de pouvoir mettre en amont ou en aval un convertisseur AC/DC plus, câbleur, une batterie qui fera que lorsqu'il y a un problème au niveau des postes de transformation chaque année. Or, c'est simple, on pouvait même à chaque position installer une batterie qui prendra la relève même pendant 1 à 2 mois. C'est Christian de Kribi qui nous a écrit ce message et il rajoute bonjour le panel, nous consommons immédiatement ce que nous ne produisons pas, ce qui n'est pas bien pour un pays. Pour pallier à ce problème, consultez le précédent SMS. Christian, c'est ce qui a été fait. Je vais continuer à évacuer les réactions des téléspectateurs. Bonjour, Eneo a toujours le monopole de la distribution de l'énergie électrique au Cameroun. Et voilà la cause de notre problème, que le président prend le décret conséquent. C'est Franklin de Douala qui nous a écrit ce message. Continuez à réagir. Bandakani en un mot sur cette première thématique et on va aborder rapidement avec vous la deuxième thématique. Et je m'en vais d'ailleurs à ce sujet vous poser la question. Le Nigeria, le président Muhammadu Buhari, nous parlons bel et bien de la République fédérale du Nigeria qui veut passer à l'offensive dans ce qui est des importations de denrées alimentaires. Le président Muhammadu Buhari estime que ça fait beaucoup, l'argent qui est dépensé par le Trésor pour acheter de la nourriture à l'étranger et veut absolument que les réserves de devises du pays servent à la diversification d'une économie qui n'a pas réussi cette diversification depuis plusieurs années, comptant uniquement sur les ressources du pétrole pour faire des entrées importantes dans les caisses du Trésor. Est-ce que cette initiative qui est annoncée par le Cameroun, c'est la question du deuxième sujet inscrit à l'ordre du jour? Bandakani, vous avez la parole. Mais d'abord, je reviens, je conclue au premier sujet. Tout à fait. Je voulais dire 2 ou 3 choses rapidement. D'ailleurs, tout ce qui a été dit par mes 2 compagnonnistes, sauf sur un point, mon ami du SIF, dont je salue d'ailleurs la convivialité, je veux lui dire une chose, c'est que moi j'assume mes alliances. Mes alliances sont publiques. Moi je suis allié du chef de l'État, je l'ai soutenu et je le soutiens en plein jour. Je ne suis pas ennemi le jour et la nuit, je suis allié. C'est ça qui est différent. C'est ça qui est différent. Donc, hormis cette polémique inutile, je soutiens ce qu'ils ont dit. Je voulais ajouter 2 choses. Ouais. Comme vous voyez, l'histoire des pays européens peut nous enseigner. Quand la révolution industrielle prend corps en Angleterre, dans ce siècle-là, je ne sais plus, j'ai oublié, ma mémoire me joue un tour, il n'y a pas la Banque mondiale, il n'y a pas le FMI, qui pèse beaucoup sur nos pays. Il n'y a pas le FMI. C'est le génie des populations, c'est le génie des inventeurs qui déclenche la révolution industrielle. Donc pour dire quoi? Pour dire à mon ami que oui, les contraintes là sont réelles, mais il faut que, parallèlement aux négociations que nous faisons avec l'étranger, qu'on mette l'accent sur le génie de la population, inverser davantage la dynamique de nos systèmes éducatifs pour valoriser des génies comme ce que le mon ami du SDF a souligné et s'assurer que nos écoles produisent des ingénieurs de qualité qui vont, comme on dit, dans un village là où il y a de l'eau, ils nous sortent un barrage là-bas. Là où il y a un potentiel, ils nous sortent le photovoltaïque, le solaire et tout. Comme vous avez bien formé, quand un système éducatif s'est organisé, est basé sur la nécessité de satisfaire les besoins nationaux, vous produisez les génies et vous les valorisez. Maintenant,
Moi, contrairement à mon ami du SDF, je ne dirais pas constat d'échec. Je dirais, je ferais un constat d'insuffisance. Ça veut dire quoi? Lorsque vous voyez d'où nous sommes partis, tout à l'heure vous parlez de l'héritage colonial, avec beaucoup de raisons. Nos infrastructures de première génération, c'est l'héritage du plan Saharo, qui a été même fait avant l'indépendance. Et les Français nous ont fait payer ça très cher, en nous faisant signer des accords qui stipulaient concrètement que ces infrastructures ne nous appartiennent pas. Il faut le savoir. Ça veut dire que, par exemple, l'énergie du Cameroun qui était produite, par exemple, en premier temps, il fallait d'abord satisfaire les besoins d'Alucam. Alucam achetait, par exemple, le kilowatt à 5 francs, pendant qu'on nous vendait ça, nous, les Camerounais, à 100 francs. Ce n'était pas le fait du hasard. Il fallait nous faire payer les investissements du plan Saharo. Donc, l'État du Cameroun, à travers les grandes réalisations là, qui sont maintenant en place, c'est très important, il faut saluer ça. Tous ces barrages qu'on est en train de mettre en place vont doper, vont introvertir, n'est-ce pas, nos capacités à produire de l'énergie. Ce n'est pas suffisant, mais il faut déjà saluer ça. Moi, je salue ça. C'est cette dynamique-là qu'il faut consolider davantage pour qu'on ait un système endogène d'infrastructures qui libère les facteurs de production et qui ne font plus que ces facteurs-là soient confisqués par des accords coloniaux. Sur la deuxième thématique avec vous, Bandakani, le Cameroun semble piétiner. Les chiffres de l'Institut national de la statistique sont suffisamment évocateurs sur la quantité de nourriture en termes de numéraire que le Cameroun est obligé, effectivement, d'importer de l'étranger pour combler la demande nationale, des chiffres qui atteint pratiquement la barre de 500 milliards de francs CFA chaque année, ça fait beaucoup. Le Nigeria faisait face à cette situation qui a un impact sur la réserve de change. Le pays de Boari a décidé de prendre le taureau par les cornes et veut réduire de manière considérable les denrées alimentaires qui viennent de l'étranger en diversifiant son économie. Nous parlons là d'un pays qui a sa propre monnaie. Est-ce que l'initiative du président Boari devrait parler au Cameroun qui semble hésitant sur la question des politiques de quotas? Oui. D'ailleurs, il faut dire qu'à ce niveau, le président Boari, il récidive simplement. Oui. Il récidive simplement. C'est-à-dire qu'il avait déjà annoncé un grand plan visant à autonomiser le Nigeria en matière de riz, par exemple. Un grand plan. Je pense que ce plan, il est en train de le déployer. Oui. Donc, on peut dire que le président Boari est cohérent. Ça nous parle énormément. Parce que je vous donne les chiffres là. Le poids de nos importations, on est en 2017, 2971 milliards, pratiquement 3000 milliards d'importations, dans lesquelles les denrées de première nécessité sont entre 500 et 600 milliards. Et quand les denrées de nécessité, c'est le riz, des choses comme ça. C'est quand même terrible. Importation, 466 milliards 2017. Le résultat, c'est quoi? Déficit de la balance de paiement, 2200 milliards. Vous ne pouvez pas construire une économie comme ça. Je vous dis, ça ne marche pas. Je donne les paramètres. Et ça, c'est les chiffres du gouvernement. Hein? Les chiffres officiels là, de l'Institut national de la statistique. C'est ça. Vous ne pouvez pas. Donc le président Boari nous parle. Et à ça se fait, le président nous a interpellés dans les 2 derniers discours qu'il a fait. C'est que, mais, dans un contexte mondial où le protectionnisme revient en force, on n'a pas d'autre choix que de produire localement ce qui est essentiel pour nous. Le président l'a dit. Maintenant, le décalage entre ce que dit le président et la capacité du gouvernement, de l'appareil productif national, à traduire en réalité ce que le président dit, est le problème majeur du Cameroun. C'est un défi national. Or, quand vous regardez, on reviendra toujours. La mafia locale. Il y a un groupe de profiteurs à l'intérieur du pays dans lequel vous retrouvez les ministres et des hommes d'affaires qui ont intérêt à ce que le Cameroun perdure dans cette extraversion de son économie. Et qui ont créé un système mafieux dans le pays pour bloquer toute dynamique réelle d'introversion de notre production. C'est cela qu'il s'agit. C'est-à-dire à court terme, c'est-à-dire, vous allez voir, nous avons la capacité de produire du riz. Je ne reviens pas sur le scandale de la sèmerie, où le riz est stocké en quantité industrielle, pendant que le Cameroun importe du riz. Pourquoi? Je dis bien à cause de cette mafia. Donc le défi, c'est d'affronter cette mafia, l'identifier clairement et le dénoncer. C'est un chantier national dans lequel doivent s'investir la société civile, si on en a, par la bande de crieurs qui crient pour prendre les 500 francs à l'Union européenne. On attend enfin une vraie société civile. Les médias, les partis politiques doivent prendre ce combat en charge. On ne peut pas accepter ça. Je vous ai donné les chiffres. 2200 milliards de déficit. Et la structure de ce déficit est claire. Les importations de denrées de première nécessité. En grande partie. Mais ce n'est pas normal. Est-ce que le Cameroun ne peut pas produire du riz?
puisque l'importation parle le produit, qu'est-ce qui empêche qu'on fasse ça? Donc le problème il est là. Donc le Nigeria nous parle sérieusement. Sérieusement. Et là, ce n'est pas une défaillance. C'est une politique organisée, mafieuse. C'est-à-dire que c'est organisé. C'est pas qu'on ne peut pas produire du riz. C'est que quand la Saint-Marie produit du riz, la mafia dit que monsieur, on ne mange pas ça. On ne va même pas encourager les Camerounais à manger ça. Non, nous voulons les importations parce que derrière, chaque fois qu'on importe, nos rétro-commissions, ce qu'on gagne à l'intérieur est suffisant. Et vous allez voir, les barons du régime sont dedans. Il y en a qui sont au gouvernement. Et ils ont des prénoms dans les affaires. Donc ils se retrouvent là et ça bloque la question. C'est là qu'est l'enjeu, ce n'est pas autre chose. Très bien. Je demande au réalisateur de bien vouloir afficher quelques réactions. J'ai été interpellé, le SMS hein, pour permettre de recueillir les réactions des téléspectateurs. Merci. Maïré Paul, sur cette question, le Nigeria semble avoir pris le pas sur le Cameroun qui est hésitant sur cette question de politique de quotas. Le pays de Boari estime que ça fait trop dépenser autant de milliards de francs CFA pour la nourriture alors que les terres au Cameroun, par exemple, sont suffisamment fertiles en termes de production agricole. Est-ce que le cas du Nigeria aujourd'hui ne devrait pas nous interpeller à prendre vraiment des mesures de protectionnistes, comme l'indiquait Bandakani, plus fortes? Tout à fait. L'exemple du Nigeria est imité. Totalement pour sortir le Cameroun de l'Orient. Il est impensable que dans un pays aussi riche, au climat varié, on dit du Cameroun une miniature. Nous avons presque toutes les cultures qu'on peut pratiquer au Cameroun. Et il est inconcevable que pour un pays aussi riche que le Cameroun, sur le plan agricole, qu'on importe encore beaucoup de choses. Nous constatons tout le temps. C'est comme le cas du riz là. C'est un grand scandale qui s'est passé. Et je crois que le gouvernement, s'il est bien efficace sur place, devrait essayer de casser cette mafia dont on parle. Parce qu'en termes de riz, et même on en cultive, il y a assez de bassins pour cultiver le riz au Cameroun. Et il y a même, il se dit, qu'il y a même du riz exploité sur les berges de la Sanaga, mais qui sort du pays, et exploité pas par les Camerounais, en tant que tel, on parle des Chinois. Donc nous les Camerounais, on devrait vraiment encourager les Camerounais à pouvoir produire plus. Et pourquoi pas exporter? Il y a le bassin, il y a la zone CEMAC. Beaucoup de pays dans la zone CEMAC gagneraient à acheter au Cameroun. Donc en modernisant correctement l'agriculture au Cameroun, on gagnerait à exporter. C'est vrai, il y a des quantités de nourriture que nous envoyons en Guinée équatoriale, au Gabon, un peu partout, mais ça pouvait être encore en quantité plus grande. Donc le Cameroun devrait forcer d'abord à stabiliser sur le plan national, parce que de temps en temps, il faut d'abord qu'on se serve avant de servir le voisin. Donc en encourageant, bon, à un certain moment, il y avait assez de fermes et écoles. Nous constatons certaines fermes et écoles ont fermé. Je peux parler peut-être d'une école de mon village à Bagam, où il y avait la ferme et école de Bagam. Tout petit, je voyais cela très. Ça produisait assez dans l'arrondissement de Galim. Aujourd'hui, c'est presque éteint. Donc l'État doit encourager cette politique. Il y avait la ferme pilote à Galim. Tout cela s'est éteint. Donc l'État devrait redéployer cette politique pour instituer ces fermes. Ces coopératives même qui ont presque disparu aussi, parce que les coopératives, presque voilà le chaos qui n'est plus tellement. Il fallait bien qu'on essaie de redynamiser cette politique agricole en créant les coopératives agricoles et les fermes pour produire assez sur le terrain et pouvoir exporter. Parce qu'en exportant, ça nous fait rentrer des devises au lieu qu'on importe seulement. Et surtout cette mafia dont on parle pour le riz et pour autres denrées alimentaires, l'État doit être très regardant, encourager la production intérieure pour pouvoir inverser les tendances. Charles Elie, sur cette question, qu'est-ce qui finalement fait problème au Cameroun? Tout à l'heure, Maître Maïré Paul insistait sur le fait que le Cameroun est un véritable vivier agricole. Faut-il le rappeler, nous avons 5 zones agroécologiques au Cameroun, donc capables de produire plusieurs variétés alimentaires. Voilà le Nigeria en face, qui estime que jusqu'ici, elle n'a pas songé à diversifier son économie et qui veut stopper l'achat de nourriture à l'étranger. Au Cameroun,
on semble piétiner sur cette question. Il y a une mesure qui a été annoncée par le ministre du Commerce sans grande précision sur les produits qui sont concernés par la réduction des importations. Pourquoi ça bloque au Cameroun alors qu'on se rend compte que notre balance commerciale et de paiement est déficitaire depuis plusieurs années dû au fait qu'on achète la nourriture à l'étranger? La première raison qui bloque, d'abord, il faut qu'on soit clair, la première raison qui bloque, c'est comme l'a dit M. Barakani, c'est les réseaux mafieux. C'est les réseaux mafieux. C'est la première raison qui bloque. La deuxième raison, à ce qui me concerne, moi qui suis jeune, c'est un désintéressement progressif des jeunes vers d'autres priorités que l'agriculture. C'est même pas progressif. C'est-à-dire, il est réel. C'est-à-dire, c'est très grave, c'est très courant. Aujourd'hui, vous avez 10 jeunes, à peine 2 vous diront qu'ils sont intéressés par la terre. Les discours du président, la terre ne trompe jamais, la terre paie, la terre est... Rien, ça ne passe pas. Les gars veulent aller en aventure, les gars veulent jouer au foot, les gars veulent faire dans la manufacture. C'est-à-dire, il y a ce problème. En fait, moi, je pense que c'est le problème principal. C'est ça. Il faudrait, c'est-à-dire, à ce moment-là, que nous intéressions les masses populaires, notamment la grande frange de la population, les jeunes, à s'intéresser à l'agriculture. Et en troisième plan, quand j'ai cité les deux, mettre en avant le Made in Cameroun. Et dans le Made in Cameroun, qu'est-ce que je mets? Je mets la production locale, qu'elle soit de qualité. Il ne suffit pas de nous fermer à l'entrée des produits des autres et que pour nous ne soit pas de bonne qualité. Parce que nos produits aussi doivent passer par l'expertise du contrôle de la norme. Que ça soit de bonne qualité, que ça soit que les Camerounais puissent manger. Et de deux, que les Camerounais consomment les produits des Camerounais. Commençons par là. On a un potentiel de près de 20-23 millions de consommateurs. Sur les 20-23 millions de consommateurs, tenez-vous tranquille, il y a à peine 2 millions qui consomment les produits du terroir. Je dis qui consomment les produits du terroir. Faites un exemple. Allez dans un supermarché. Allez-y. Vous verrez que le gars vous prendra le riz qui vient de la Malaisie et il va laisser le riz de Ndop. Encore qu'il faudrait que le riz de Ndop soit présent. Alors qu'il faudrait que le riz de Yagua soit présent. Alors qu'il faudrait que, c'est pas moi, c'est clair que quand vous allez dans un supermarché, vous prenez du Ferrero Rocher, vous prenez du riz, vous laissez le Chococam. Alors que pour les blancs, le Chococam a plus de vertus nutritives que le Ferrero Rocher. Mais les gars, ils prennent Ferrero Rocher, ils laissent le Chococam. Donc, voilà à moi, à ce qui me concerne, les problèmes. Le problème, que ceux qui gèrent l'appareil de l'État nous aident, aider à travers la production de quotas, parce qu'on ne peut pas se fermer automatiquement aux autres, rentrer les produits qui viennent de l'extérieur. De deux, qu'on incite les jeunes de plus en plus à faire de l'agriculture, parce que quand vous allez au village, c'est plus de personnes âgées qui font de l'agriculture. Et là, l'État a aussi son rôle, à travers la mécanisation, à travers la mise en place des fonds. Est-ce que vous savez que ça fait 4 ans que le fonds agricole qu'on appelle le PUDMA renouvelle constamment son budget? Est-ce que vous le savez? Parce qu'il n'y a pas assez de demandes. Donc les gens ne viennent pas prendre l'argent pour aller investir dans l'agriculture. Les gens ne prennent pas de l'argent. Il y a de l'argent et ça continue à être remis dans le budget qui suit. Et enfin, le Made in Cameroun qu'on consomme camerounais. Voilà depuis ma voix ce qui me concerne, ce qui freine actuellement au niveau de notre pays. Mais, au demeurant, il faudrait que l'État, à un moment donné, revoie aussi au niveau de sa politique d'ouverture de nos frontières. N'ayons pas peur de reconnaître que les APE, par exemple, sont plus préjudiciables. Parce que c'est bien d'ouvrir, mais il faut l'ouvrir quand nous sommes sûrs que nous serons assez compétitifs que. J'avais dit ici sur votre plateau il y a une semaine que les subventions que l'État américain donne aux agriculteurs américains est 2 fois le budget de l'État du Cameroun. Pareil pour la France. Vous ne pouvez pas. La foire, ils ont un truc qu'ils ont à Paris là. La ferme agricole, le Fari là. La ferme agricole Paris. C'est dit commis agro-pastoraux du Cameroun que la France fait en une semaine à Paris. $1000 par tête de vache aux États-Unis.
Il y a près de 8 millions de vaches aux États-Unis. Vous imaginez? Donc, eux-mêmes, ils sont dans les subventions à outrance de leurs agriculteurs et au niveau de l'OMC, font en sorte qu'il y ait des lois qui ne permettent pas aux autres États de subventionner leurs agriculteurs. Ils appellent ça concurrence déloyale. Encore que c'est chez eux que sont fixés tous les prix des matières premières. Il y a donc au niveau national ce combat qu'il faut faire et au niveau international ce lobbying diplomatique international qui devrait faire en sorte que nous rejoignions les États comme le Nigeria, comme le Brésil, comme l'Inde, les BRICS, l'Afrique du Sud, qui sont en train de sortir peu à peu, excusez-moi, peu à peu, de ce giron néocolonialiste que les Blancs nous imposent. Parce qu'il faut le dire, le combat se passe à ces niveaux-là. Vous avez par exemple le prix du cacao commence à dégringoler. Alors que le cacao, à un moment donné, est celui-là qui faisait vivre un pays à lui seul. Seul le cacao au Cameroun, en 72 a fait organiser la canne. Vous vous imaginez qu'ils sont diversifiés donc comme ça là, avec d'autres produits qui sortent. Donc nos produits ne souffrent de mal de rien. Quand je vois par exemple le prix du poivre de Penja à Paris, je suis content. Parce que c'est de la qualité. Il faut maintenant protéger ce label. En dehors du poivre de Penja, il y a d'autres choses qu'on peut protéger. Il faudrait que nous revenions à la maison, que nous revenions à l'agriculture et que le combat continue dans ce sens-là. Alors, Bandakani, sur la question de l'agriculture qui doit être boostée, il y a la question de l'exode rural aujourd'hui. Je crois qu'avec 500 milliards, on est capable de développer des contrées rurales où les gens se sentent plus à l'aise, où ils ont un peu d'électricité, un peu d'eau, peuvent regarder LTM chez eux sans aucun souci. Je crois que c'est des petites commodités qui auraient pu permettre de résoudre la question de l'exode massif aujourd'hui, qui amène les jeunes à fuir les zones rurales pour inonder les villes, alors qu'effectivement on a des terres qui peuvent permettre à ces jeunes à la fois de gagner beaucoup d'argent, mais également de participer au développement de leur pays à travers le secteur agricole. Est-ce que c'est un pan de l'économie qui a été négligé à votre avis? Oui, oui. Je voudrais saluer ce qui a été dit par mon ami Charles Zan et Maître Payéré du SIF. Un débat, ce n'est pas simplement s'insulter, mais lorsqu'il y a des convergences lucides et pertinentes comme ça, il faut saluer ça. Oui, votre question est pertinente. Mais vous savez, changer la mentalité est très difficile. Vous pouvez, quand vous avez des problèmes techniques, apporter des solutions techniques, pratiquement mécaniques. Mais quand il s'agit de la mentalité humaine, c'est très complexe. La question que vous soulevez, que mon ami Zan a soulevé, à savoir, il a été très poli, le fait que les jeunes ne veulent pas entendre parler d'agriculture, ils préfèrent des mirages, comme il a dit, ils relèvent de la mentalité. Je ne sais pas s'il y a un bâton magique qui existe pour changer la mentalité. Mais on n'a pas le choix. Il faudra qu'un paquet de mesures plus offensives se mettent en place pour inverser cette tendance que vous appelez l'exode rural. Je ne suis même pas sûr que même si vous électrifiez tous les villages, vous y mettez les commodités, je ne suis pas sûr que les gens vont rester. Je ne suis même pas sûr. Parce que l'inadéquation mentale a atteint un niveau tel que vraiment, il faut que le bon Dieu nous aide par rapport à ça. Mais c'est important. Il faut que, ce n'est pas seulement l'État, une dynamique nationale où les familles, les communautés religieuses, les communautés traditionnelles, l'État, les entreprises doivent converger pour obliger intelligemment, n'est-ce pas, engager ce chantier de conversion des mentalités. Et ça débouche sur des choses, comme il a dit, le retour à des fermes agricoles. Pourquoi pas les champs agricoles, c'est-à-dire des industries écoles, ces choses-là, dans les lieux, dans les terroirs qui sont favorables. Ça aide aussi tout ça. Moi, je me rappelle une opération qu'il y a eu dans ce pays, il y avait Bafan, qui, vraiment quoi qu'on dise, était quelque chose de bien. Ce sont les thèses initiatives qu'il faut regarder pour les actualiser. Ça permet, si c'est bien recadré, de fixer les gens sur place et d'offrir des perspectives, par exemple, développer les villages, développer les terroirs agricoles, développer les champs industriels, comme ils parlent tous ces concepts. Ça peut aider à convertir les mentalités. Maintenant, pour ne pas être très alarmiste, tout à l'heure, on peut croire qu'on les agit quand nous pointons la mafia. Mais je vous dis, encore, pourquoi on ne dit pas que non, on ne voit pas ce que le gouvernement fait. Le gouvernement a des programmes spécifiques qu'il faut saluer. Il y a les agropoles. Il y en a qui marchent bien. Il y en a qui tardent à mûrir. Vous avez des programmes spéciaux, par exemple, sur le maïs, la banane plantain, le manioc, tous ces programmes-là sont mis en place. Mais, là encore, vous allez voir que le choc entre ces programmes que l'État met en place et qui visent vraiment à inverser cette courbe d'extraversion de notre
structure économique, va toujours être confronté à la dynamique des mafias. Toujours. C'est-à-dire que même quand vous prenez ce qui est bien fait, ce qui est mis en place, ce qui va dans le bon sens, vous voyez que ça va marcher si elle n'attaque pas la mafia. Si elle n'attaque pas cette structure de cette mafia des importations, du moins au niveau des denrées de première nécessité, qui font que, n'est-ce pas, le Made in Cameroun, comme dit mon cher ami, ne soit pas intéressant. J'entends un discours qui monte au niveau de l'État. La question de la transformation structurelle. Mais c'est bien. C'est bien. Mais même quand on analyse maintenant ça, c'est quoi? Quand l'État parle de transformation structurelle, les penseurs du ministère de la planification, d'abord au niveau de la planification, quand vous les entendez parler, c'est quoi? C'est que il faut que le Cameroun développe des nouvelles filières d'exportation pour aller capter les devises. N'est-ce pas? C'est bien. Mais là encore, il y a un problème. Vous n'attaquez pas la question de la mafia, mais deuxièmement, on fait croire qu'un pays peut être performant à l'extérieur alors qu'il n'a pas maîtrisé son marché intérieur. Le marché intérieur est un élément fondamental pour booster votre capacité d'exportation. On n'a pas encore vu un pays dans le monde qui est un champion de l'exportation alors qu'il n'a pas développé son marché intérieur. Vous comprenez? Pourquoi on ne développe pas notre marché intérieur? On veut seulement faire, on veut développer une nouvelle filière pour aller capter les devises. Et quand on capte ces devises-là, ça nourrit qui? Le train de vie de la structure élitiste de l'État, qui, elle, a une consommation, un modèle de consommation extraverti qui coûte cher et qui va faire à ce que ces devises-là même ne jouent pas le rôle qu'elles étaient censées jouer pour développer notre pays. Donc, là encore, on ne va pas dire que, bon, nous, on est seulement ici, on tape sur la mafia et tout, qu'on veut faire croire que, bon, le pays n'est qu'une mafia. Non. Nous disons que même ce qui est bien fait par l'État est paralysé dans une certaine mesure par la puissance de cette mafia. Je terminerai avec le maire du Cameroun. Mon ami insiste sur la qualité. Oui, mais faisons attention de ne pas jouer le jeu de la mafia, les normes qu'on veut nous imposer. Parce que ces normes-là conventionnelles-là, qui sont développées par les pays occidentaux, c'est pour protéger le marché. Alors, comment est-ce que une industrie naissante, notre production naissante, va satisfaire directement à ces normes-là? C'est impossible. Donc il faut que nous consommons nos produits. Les Allemands, quand ils ont commencé leur industrie, les Allemands et la France, quand ils commencent leur industrie, je crois qu'on est là dans le 19e siècle, machin et consort, les produits qui étaient fabriqués en Allemagne et en France étaient de la pacotille, M. Sanjo. C'était un mauvais produit. Mais les Allemands et les Français ont fait le patriotisme économique pour dire que non, commençons comme ça. Même les Chinois l'ont fait. Oui. On le dit. Commençons comme ça. Au fur et à mesure, on va pas faire. Donc il faut un protectionnisme intelligent qui va moduler les exigences internationales en matière de normes dans le marché, avec, n'est-ce pas, l'adéquation de notre maire du Cameroun, qui est jeune, qui monte et qu'il faut protéger. Tout à fait. Alors il ne faut pas qu'on nous dise que non, il faut que la production locale immédiatement satisfasse aux normes internationales. C'est la meilleure façon de tuer cette production. J'évacue quelques SMS et on va prendre la dernière dans la salle avec la complicité de la réalisation. Ce sera malheureusement en un mot. Le Cameroun est un pays béni des dieux, mais il semblerait que nous l'ignorons. En effet, nous consommons plus de l'étranger que ce que nous produisons. À mon humble avis, nous devrions suivre l'exemple de nos pays voisins qui veulent promouvoir leur économie locale. Bonjour le plateau, bonjour particulier au président Bandakani. Nous pouvons imposer des taxes plus élevées sur les importations et permettre aux citoyens de consommer des produits locaux. Mais nous ne pouvons rien face aux fonctionnaires de l'État véreux, au peuple de prendre la bonne décision pour envoyer ces fossoyeurs dans les barreaux. Salut le panel. Pour le président Bandakani qui a parlé de la terre étant jeune parce qu'il y a fait, je crois, je n'ai pas bien compris. Il n'a pas accompagné ces jeunes à penser à l'agriculture, plus il a pensé... Écoutez, j'ai du mal, mon cher Koto, à évacuer votre message. J'ai la volonté, mais il est difficilement décryptable. Comment procéder aux subventions? C'est Nestor Matam qui nous a écrit ce message. Continue de réagir par SMS ce dimanche. On va prendre, et ce sera en quelques minutes, 5 minutes tout au plus, hein, nous précise la réalisation. On parlera évidemment de cette assise du NEC. Et on va commencer par y répondre avec vraiment cette question en 1 minute, puisqu'on est pris par le temps. Le SDF va ou pas participer au scrutin présidentiel annoncé l'année prochaine, notamment en 2020? Le NEC a semblé indiquer que vous posez des préalables à votre participation à ce scrutin. Alors la question ce dimanche, c'est de savoir est-ce que vous allez boycotter les élections de l'année prochaine?
On ne peut pas conclure aussi vite que ça. Il y a des préalables. Si le NEC a siégé, je crois que les communicateurs sont un peu en train d'extravertir. On n'a pas déjà conclu qu'on n'ira pas. Et on a posé des préalables. Surtout quand Vous demandez au chef de l'État d'arrêter une guerre que lui-même n'a pas déclenchée. Non, le chef de l'État a eu des questions. Tout ce qui se passe dans le Nozo, c'est ça qui pose un sérieux problème et ça déstabilise tout le Cameroun. Alors, même le SDF, soucieux de l'avenir... Est-ce que vous ne jouez pas le jeu des ambazoniens? Non, pas le jeu de... Non, non, est-ce que vous commencez à poser des préalables, vous invitez le chef de l'État à prendre ses responsabilités, vous indiquez qu'il est responsable de la situation? Non, non. Qui a déclenché la situation? Ça pouvait bien s'arranger. Ce problème du Nozo pouvait bien s'arranger. Et même depuis un certain temps, quand le Premier ministre est descendu sur le terrain pour parler du dialogue, nous attendons vivement ce dialogue depuis. Ça ne vient pas. Et alors, en l'état actuel, quand tout cela se passe, on veut bien la rentrée scolaire. Il faut sécuriser la zone. Le NEC a décidé, dans ses résolutions, a mis un peu, quand vous parlez du SDF en Bazonie, ça ne tient pas la route. Le SDF a mis l'État du Cameroun dos à dos avec les séparatistes, qui essaient de trouver une solution, une piste de sécurité pour que la rentrée scolaire ait lieu. Et de deux, si ça persiste et qu'on n'arrive pas à s'arranger dans cette zone, et même un peu partout au Cameroun, on a dit en novembre, nos parlementaires pourront boycotter. Bon, je ne sais pas si le boycott, à ce niveau, ça veut dire ne plus participer à quoi que ce soit. Je profite comme c'est la dernière prise de parole, puisqu'on a un peu de temps, surtout le SDF qui est toujours assez soucieux de ces populations. Nous avons, j'annonce, le 25, nous allons quand même essayer d'assister les personnes déplacées dans Douala 5e. Donc, Charles, sur la question du boycott pour les élections, on n'est pas encore très sûr. Le SDF observe encore la réaction du gouvernement, mais le SDF est prêt à retirer ses parlementaires qui ne vont pas part à la prochaine session. Mais c'est un boycott, c'est l'absence. Je crois que c'est un mot. Alors, en une minute, c'est un chantage. Oui. Le SDF est dans son chantage. Le SDF, vous savez, il faut toujours analyser les alors, après une échéance électorale, on sort d'une élection présidentielle. C'est dépassé depuis. Oui, on sort d'une élection présidentielle et les résultats d'une élection présidentielle interpellent les uns les autres. Oui. Si on sent-il que ces résultats sont là, nous verrons que la première formation politique d'opposition ne l'est plus actuellement, en attendant ce qui arrive. De deux, leur fief électoral, c'est dans ces zones-là. Ils estiment qu'ils peuvent. Trois, beaucoup de leurs cadres quittent leur parti pour l'autre parti. Et enfin, le SDF. Moi, j'ai aimé le fait que le Premier ministre ait reçu, que le chairman ait reçu un dîner le Premier ministre chez lui. J'estime que, connaissant beaucoup les réseaux, ce qui se passe dans les réseaux, il va vraiment s'impliquer dans les sens du conflit. L'État fera son travail, que le SDF fasse aussi le sien, que les élus du SDF ne fassent pas le chantage qu'ils font. Ils entrent résolument dans la résolution, c'est compris. Parce qu'il y a aussi des problèmes là-bas. Banakani, en un mot, Banakani, malheureusement. Le fait de mettre dos à dos les ambazoniens et l'État, comme mon ami a dit, veut dire que le SDF n'est pas sérieux sur cette question. Voilà. Attention. Les ambazoniens sont des terroristes. L'État du Cameroun protège l'intégrité territoriale de ce pays et son unité. Vous ne pouvez pas, en tant qu'un parti qui siège dans les institutions, mettre dos à dos l'État et des terroristes. Deuxièmement, on a l'impression que le SDF a achevé son rôle historique. Et devant son bilan négatif, je vais rester poli, les différentes législatures, l'occasion veut faire la diversion. C'est la surenchère permanente, c'est le chantage. Ils iront aux élections et ils seront au Parlement. C'est fini pour cette émission. C'est fini pour cette émission ce dimanche. Je voudrais remercier Païre Paul du SDF qui était avec nous. Merci d'être venu, Charles-Élie Zanzan pour le RDPC. Merci, Président Bandakani du nouveau mouvement populaire. Merci de nous avoir écrit, si nombreux. Merci de votre extrême fidélité à ce programme. À dimanche prochain, s'il plaît à Dieu. Au revoir.